Nul ne peut nier le lien spécial de l'homme et l'animal. Certaines personnes auraient la capacité de communiquer avec eux de façon intuitive, télépathique, une faculté extraordinaire appelée la communication animale. Alors, qui sont ces personnes qui affichent ces capacités extrasensorielles pour nous aider à mieux comprendre ce que l'animal veut nous dire? Quel est ce don? Existe-t-il des clés pour développer ce potentiel? Une thérapie qui pique la curiosité scientifique, elle est pourtant pratiquée de façon naturelle par les chamans depuis des millénaires. Sa renommée est mondiale. La plus grande spécialiste dans ce domaine nous fait l'honneur de répondre à toutes ces questions. Et notre invité du jour, le célèbre Mario Lourachi, sera, on l'espère, comme un poisson dans l'eau. Bienvenue dans le MAG qui fait du bien. Fascination, alors c'est un titre qui fait rêver et qui reflète bien aussi votre tout nouveau spectacle, Mario Lourachi. Vous êtes incontournable dans le monde du cinéma, vous êtes dresseur de chevaux, cascadeur, vous dévouez votre vie à cet animal et en ces temps de controverse, eh bien, je suis ravie d'entendre votre voix sur le plateau. Moi aussi, merci de m'avoir invité. Bienvenue Mario Lourachi. Leïla Del Monte, alors en d'autres temps, on vous aurait taxé de bête de foire au regard de votre don extraordinaire, puisque vous avez la faculté de rentrer en communication directe avec les animaux pour mieux les aider et mieux les comprendre. On a hâte de vous entendre. Merci. Et puis bien sûr, celui que je ne caresse jamais dans le sens du poil, avec les thèmes que j'aborde chaque semaine, eh bien c'est François Pomès, notre journaliste scientifique. Bonjour Karine. Bonjour François. Alors, avant de découvrir les talents extraordinaires de Leïla Del Monte et de ses comparses, eh bien je vous propose tout de suite de murmurer à l'oreille de Mario Lourachi. Mario Lourachi, alors vous avez consacré un demi-siècle à la compréhension du cheval. Vous venez nous présenter votre dernier spectacle qui commence en janvier, c'est Fascination. Et finalement, à travers le titre, on ressent vraiment l'amour et l'admiration que vous lui portez. Avant de regarder un extrait, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette histoire d'amour? Elle est née tout simplement par une passion extraordinaire, les Indiens d'Amérique du Nord. Donc j'ai voulu... il y avait une phrase de Custer qui m'avait choqué énormément, sur un petit fascicule qu'avait créé Disney, qui disait toujours, lorsqu'on attaque un camp indien, on tue femmes et enfants, on appelle ça une victoire, et lorsque les Indiens attaquent un camp militaire, on appelle ça un massacre. Et je me suis dit, comment se fait-il qu'un soi-disant tueur d'Indiens, surtout à cette époque, c'était quand même le western, que l'Indien était toujours l'épouvantable personnage. J'ai voulu en savoir plus et j'ai voulu monter comme un Indien. Et grâce au feuilleton Les Indiens d'un monsieur qui s'appelait Robert Moturin, j'ai découvert d'un seul coup un monde du cheval que je ne connaissais pas, le monde du cirque, parce qu'à l'époque, pour avoir des chevaux pis et des chevaux de couleur, il y avait qu'au cirque qu'on les trouvait. Et j'ai découvert le monde des gardiens, un monde incroyable, vivant totalement à part d'une certaine société, mais qui était tous des gens de chevaux. Et on va regarder tout de suite un extrait de votre tout nouveau spectacle, Fascination. Ah, c'est magnifique, hein? Alors, vous êtes dans le spectacle mal, aussi, hein? Oui, oui, bien sûr. Alors, pour tous ceux qui, comme moi, s'interrogent encore sur l'éthique animale, eh bien, je vous propose de vous désarçonner un petit peu, Mario Lourachi. Je vous en prie. De me mettre dans la peau d'un cheval, un peu philosophe, et de faire l'interview conversation avec un cheval. Alors, vous êtes prêts? Oui. Dis-moi, Mario, sur le papier, je t'appartiens. Est-ce que je dois t'appeler maître? Non, ami. Simplement. Dis-moi, Mario, quel est ton plus beau souvenir avec moi? La complicité et l'amour que je peux lui porter et l'amour qu'il me porte. Dis-moi, Mario, que vas-tu faire de moi lorsque je serai trop vieux pour travailler? On va rester ensemble jusqu'au bout, puisque je lui aurais proposé une retraite
puisque j'ai mis un système où chaque cheval qui travaille sur un film ou dans n'importe quel spectacle, il y a 3% qui va sur un compte bloqué pour pouvoir l'entretenir de la même façon. Et je ne suis pas tout à fait d'accord pour le fait de mettre un cheval dans une pâture, parce que d'un seul coup, d'abord, il va avoir les intempéries qu'il n'a jamais eues, puisqu'il est dans un box et qui vit correctement et qu'il a toujours été protégé. Et en plus, il se trouve pas bien parce que d'un seul coup, il s'ennuie. Comme quelqu'un qui a eu une grande activité et qui d'un seul coup se retrouve à plus rien faire. Il va vieillir 3 fois plus vite, tandis que moi, je le laisse vivre dans son box où il a toujours vécu. Et on le lâche dans la journée tranquillement, avec une belle couverture, et on continue à le soigner jusqu'au moment où il meurt. Dis-moi, Mario, à ton avis, qu'est-ce que j'aime le plus en toi? Surtout lorsque je lui apporte à manger. Je pense que c'est ce qu'il va aimer le plus. Il a dit parce oui, que c'est quelque chose qu'il attend impatiemment, puisque c'est la base même de n'importe quel animal. D'abord, la première chose que nous avons un tout petit peu oublié, l'être humain homme, je dirais, hein, c'est la nourriture. Et à la base de tout, c'est la nourriture d'abord. Et la récompense, c'est très important. Dis-moi, Mario, qu'est-ce qui m'apporte de la joie dans ce spectacle Fascination? Alors, ce qui est intéressant dans un spectacle, et d'ailleurs, si je voulais revenir dans une autre vie incarnée en cheval, je voudrais être cheval de spectacle ou cheval de cinéma. Parce que je suis allé à l'école, j'apprends mon métier, et d'un seul coup, je suis en contact avec du public qui me fascine. Exactement comme nous, on est fasciné par la qualité du travail du cheval. Lorsque mon cheval, avant qu'il rentre en piste, il est d'un calme incroyable. Mais en réalité, je le sens en dessous vibrer. Et je sens qu'il a comme un trac. Et quand c'est parti, il se met au travail d'une façon exceptionnelle. Et Dieu merci, il me met en valeur. Merci, Mario Lorachi. Vous restez avec nous? Avec plaisir. C'est le moment de retrouver Annabelle Milot, qui nous présente une étude scientifique très sérieuse, malgré les apparences, vous allez voir. Selon une étude écossaise, le chat ne serait pas qu'un simple animal domestique, car il aurait les gènes d'un véritable prédateur. Les chercheurs ont ainsi établi qu'il n'existait aucune différence entre la personnalité des chats et celle des lions d'Afrique. Ils sont tous deux dominants et impulsifs, ils peuvent bondir et vous attaquer sans raison. Ils ajoutent même que si les chats étaient plus grands, nous pourrions devenir leur proie. Alors, étude qui fait du bien ou pas? J'avais prévu de vous présenter ma petite chatte, mais elle est sauvage. Oh là, qu'est-ce que je viens de dire? Non, non, non. Oh, on va me transférer, surtout touche pas à mon poste, c'est sûr. Je voulais... Je suis vraiment... Une belle entrée en matière pour parler de la communication animale, non? Merci Annabelle. Alors, vous saviez qu'un Français sur 2 vit aujourd'hui en France avec un animal de compagnie. Alors, comment mieux les comprendre, améliorer nos relations en suivant les préceptes de la communication animale? Eh bien, c'est tout de suite. Alors Leïla Del Monte, vous êtes auteure, conférencière. Avec vous, on va rester vraiment dans le thème de la fascination, puisque vous avez la capacité de communiquer par télépathie avec les animaux. Alors avant de vous écouter, je me tourne vers la science. François, la communication animale, donc c'est, je crois, une pratique très récente. Est-ce que la science s'est penchée sur ce phénomène ? Alors, je vais à peine compléter ce que vient de dire Annabelle. Oui, la science s'est penchée un petit peu sur la communication intuitive, mais elle est bouche bée. Elle peine à comprendre ce qui se passe. Il y a eu très peu d'études sur ce phénomène, né dans les années 70. Effectivement, c'est très récent en Californie, notamment par des comportementalistes comme Penelope Smith, qui décrit que effectivement n'importe qui peut rentrer en interaction de communication avec un animal, voire même le soigner par télépathie ou par une communication non verbale particulière. Alors certes, on dispose de peu de preuves scientifiques sur cette communication intuitive, mais on dispose quand même d'études très intéressantes grâce à une discipline scientifique qui est l'éthologie. Et donc ? Et donc, vous voulez des études? Oui, absolument. C'était dans ma relance. Vous deviez me dire, ah super les études. Ah super les études. Et ben voilà une étude avec le cheval par exemple. C'est très bien, je regarde jamais mes fiches. C'est ce que j'ai vu. Et donc des scientifiques italiens ont démontré que le cheval pouvait rentrer en interaction, en communication avec son maître, notamment pour lui expliquer
où se situaient des seaux de nourriture. C'est une expérience qui a été réalisée il y a 3 ans, notamment en hochant la tête, en tapant avec son sabot. Ça, c'est très intéressant. Et alors, plus proche de nous, le chien. Vous connaissez ce regard de chien battu que je ne vais pas vous faire, mais... Non, pourquoi? Eh bien, figurez-vous que le chien peut faire ce regard de chien battu grâce à 2 muscles. Et on a compris que ces muscles étaient un outil de communication non verbale pour le chien vis-à-vis de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'ancêtre du chien, le loup, ne dispose pas du tout de ces muscles. Donc c'est quelque chose qui est apparu dans l'évolution du chien. Et qu'en plus, le chien n'utilise pas ce muscle pour faire ce regard, pour parler à ses congénères. Il ne l'utilise que pour interagir avec l'homme. Ça veut dire que c'est un instrument de communication qu'il a mis au point pour séduire un petit peu l'homme, si on peut schématiser. Donc cette communication existe, reste encore à trouver, mais vous allez nous l'expliquer, les bonnes voies pour cela. Vous avez un animal, François? Oui, chez mes parents, un chat. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Leïla Del Monte. Alors, vous êtes déjà depuis toute petite, en fait, finalement, vous avez côtoyé des animaux de très près, puisque vos parents avaient pour habitude de vous amener tous les étés à Formentera, dans une ferme. Alors, ce qui vous distingue, lorsque vous communiquez avec les animaux par rapport à d'autres personnes, c'est que c'est une façon un peu médiumnique de dialoguer avec eux. Alors, est-ce que vous pouvez mettre des mots sur ce que vous percevez lorsque vous vous connectez à un animal? Oui, ok. Alors, quand j'étais petite, je suis américaine au départ, je suis de Los Angeles. Et quand j'avais 4 ans, on est venu vivre entre la France et l'Espagne. Et on nous amenait à Formentera, à l'île. Et donc, il y avait beaucoup d'animaux sur l'île. Il y avait très peu de chevaux, juste 3 chevaux dans l'île. Et pour moi, c'était normal. J'entendais des phrases entières, j'avais des sensations, j'avais des images. Et pour moi, c'était complètement vous habituel. entendiez des phrases entières de l'animal qui vous parlaient Alors, télépathie. quand on entend une phrase entière, c'est pas l'animal qui parle espagnol ou anglais. C'est soi-même qui traduit la sensation. C'est une forme de clairaudience. Il vous envoie des images. Alors, les images, c'est la clairvoyance. Et les sons, ça serait la clairaudience. Les sensations, la clairsentience. Et les odeurs, la clairolfaction. Donc, on peut recevoir sous toutes ces formes-là. Même le goût. Ah oui, même le goût. Mais beaucoup l'odorat aussi. Beaucoup l'odorat. Donc, on a des sensations comme ça. Enfin, c'est un mélange de ça. Et donc, vous travaillez comment vous êtes obligé de vous déplacer à chaque fois pour voir l'animal que vous allez aider? Non, parce que non, ça fait beaucoup de voyages. Parce que je voyage déjà beaucoup. Bah oui, bien donc, sûr. c'est vrai que je vais à des centres équestres ou des lieux où on m'invite. Mais sinon, je travaille par photo beaucoup. D'accord. Et par la photo, vous pouvez ressentir. Donc, comme un médium, en fait, finalement. Oui, non, más o menos, oui. Oui, c'est ça. Plus ou moins. Quelles sont d'ailleurs les attentions particulières à adopter lorsque l'on vit avec un animal? Et est-ce que la hiérarchie, et vous répondrez aussi, homme-animal existe? Oui, alors je pense que la chose principale à adopter, ce serait déjà l'écoute et le respect de l'animal, déjà, et la compréhension de sa vraie nature. Donc pas prendre un animal pour un bébé, un amant, tout ça. La compréhension un de sa amant, vraie ce serait un peu... Ah non, mais il y en a plein. Non, c'est vrai, oui, carrément. Oui, avec les chevaux. Mais qui développe une relation, oui, juste sentimentale, Oui, un attachement profond à l'animal. Oui, ça c'est normal, mais Qui comprendre remplace sa nature. le mari, quoi. Surtout quand on travaille avec des pas animaux sexuel. sauvages. Oui, j'imagine bien. Oui. Merci de me rassurer, Marie Olorachi, qui me disait non, pas sexuel. Non. Tout va bien. On est le dimanche matin. Non, mais effectivement, l'animal peut remplacer l'enfant dans des couples, Complètement. etc. Enfin, ça peut être Complètement. transitionnel de quelque chose. Oui. Ouais. Et après, ils ne comprennent plus la vraie nature de l'animal et ses vrais besoins. Alors, il faut faire un petit peu attention. Et la hiérarchie, elle existe. La hiérarchie existe dans la nature. Donc, je ne pense pas vraiment le mot hiérarchie, mais en tout cas, établir une position peut-être sans dominance, peut-être de leadership ou de compréhension ou de collaboration avec l'animal. Peut-être à la place du mot hiérarchie. Peut-être. Oui. Et donc, du coup, on n'est pas son maître. Ah non. On est les gardiens de son bien-être. Gardien J'utilise de le mot l'animal. gardien. Pas le mot propriétaire, ni le mot gardien, ni le mot maître. Yeah. Et donc, pour ceux qui n'ont pas votre don, excusez-moi, avant Mario, alors, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre l'homme et l'animal? Pas tout à fait. Ah, Automatiquement, lorsque vous faites un travail, vous êtes obligé d'avoir une personne qui dirige, qui commande et qui explique. Le tout, c'est d'avoir la compréhension de l'autre qui est en face. Et est-ce que finalement, C'est ce que dirige... Oui, allez-y. C'est ce que j'ai traduit par le mot leadership. Être dans une position de leadership, mais pas nécessairement avec de la dominance. Leadership en confiance, je dirais plus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut diriger, mais sans non plus se sentir supérieur. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Alors que vous, si, pour vous, il y a une supériorité. Si je regarde des choses sauvages, oui.
vous avez la madrina, que l'on peut appeler, c'est-à-dire la mère importante, qui elle domine la totalité du troupeau, et vous avez l'étalon qui lui protège le troupeau. Mais c'est pas lui qui commande réellement. En revanche, là, je parlais de homme-animal, la hiérarchie. Oui, mais si vous retransposez, automatiquement, vous devenez la personne qui apporte la confiance, vous devenez la personne qui domine. Au début, lorsque vous prenez un cheval, par exemple, sauvage, c'est-à-dire qui a été élevé même en Espagne ou ailleurs, mais pas manipulé. Donc on va le prendre. Donc imaginez déjà un petit peu je dirais pas le traumatisme, mais le côté sur ses gardes que peut avoir l'animal, du fait que vous le mettez dans un camion, vous commencez par l'attacher, donc c'est pas une chose agréable. C'est vrai, mais ça fait mal, non? Non, ça fait pas mal du tout, c'est vous l'attachez d'une façon. Si on nous le faisait, par exemple, si on nous attachait, on nous mettait dans un camion. Oui, mais il faut toujours se voir de quelle façon ça va être fait. Si c'est fait avec brutalité, voilà, si c'est fait avec brutalité, effectivement, ça peut vous faire peur. Si c'est fait. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, si on me caresse dans le sens du poil, et très gentiment, et qu'on me met une corde à mon cou et qu'on me met dans un camion, on peut être le plus gentil du monde. Si on vient vers vous, qu'on vous prend la main tranquillement et qu'on vous met dans le même camion, vous allez vous asseoir dans le camion décontracté. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même le chat de mes parents à la campagne, par exemple. Comment je peux rentrer? Parce que ça me fascine, cette histoire de communication avec lui. Est-ce qu'il y a des clés pour ça? Justement, c'était ma question. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas votre don, comment finalement, est-ce qu'on peut développer ce don intuitif? Oui, moi je pense vraiment que tout le monde peut l'apprendre, mais vraiment tout le monde. Ça fait partie de notre héritage. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut faire avec attention, avec discipline, avec travail, avec effort. Ça vient pas tout seul. Mais c'est une question d'entrer dans un état de quiétude et d'écoute surtout de l'animal. C'est-à-dire sortir de nos interprétations, sortir de nos a priori et de nos multiples pensées qui nous assaillent. Vraiment essayer de rentrer dans cet espace de silence pour comprendre. Et après, faut une compréhension sans interprétation. C'est un petit peu plus... Alors, quelles sont les clés pratiques? Je veux, par exemple, communiquer avec mon animal. Je n'ai pas votre don. Yes. Comment ça se passe? Il est en face de moi, par exemple, je veux lui dire quelque chose. Prenons un exemple, je ne sais pas. Mon chat est agressif. Allez, par exemple. Ok. D'accord. Je rigole toujours les cas de chats agressifs, ça me fait toujours rire. Parce que j'ai des histoires derrière qui sont très drôles. Mais bon. Alors, je pense que... d'abord, il faudrait vraiment apprendre correctement, déjà. Parce qu'il faut apprendre une technique correcte, il faut avoir de la discipline. C'est comme dans tout. Tout ce qu'on fait, il faut que ça soit bien fait avec un bon travail et une bonne discipline. Tout. Mais la voix ne sert pas. Là, vous n'utilisez pas votre voix. Non, il n'y a pas de voix. Ça se passe tout par rapport à des pensées, des émotions, des sensations. C'est tout une réception et un échange. Mais si on n'a pas appris une technique correcte et un bon travail, dans ces cas-là, ça serait vraiment entrer dans un état de quiétude et d'écoute. Et savoir ce qui se passe, comprendre. Et donc, du coup, on peut aussi leur envoyer des images très concrètes? Oui, mais ça, c'est un peu plus tard. Il faut d'abord comprendre un animal avant de pouvoir transmettre. Et vous me disiez d'ailleurs aussi qu'il fallait aussi faire une sorte de méditation, mieux se comprendre, c'est ça? Mieux s'entendre pour que justement... Je pense que plus on arrive à savoir qu'est-ce qui vient de nous, surtout il y a des gens qui sont très empathiques. Donc ils sentent les choses dans leur corps physique. Ils vont sentir une douleur dans leur corps physique et ils vont dire non, le cheval il a mal au cervical. Ben non, ou le chat. C'est eux qui ont mal peut-être. Donc des gens très empathiques, il faut qu'ils d'abord se connaissent eux-mêmes avant de commencer à dire des choses sur les animaux ou d'interpréter. Faire confiance en ce que l'on ressent quand on est face à l'animal, c'est ça? Oui, mais il faut le travailler pour pas interpréter. Alors, donc, concrètement, je me pose d'abord, je fais une petite méditation chaque jour, c'est ça? Oui. De 15 minutes, 5 minutes? 15, c'est bon. Donc, je m'entraîne au début. Yes. Ensuite, je peux commencer à communiquer avec mon animal quand je me fais confiance. Oui. Et donc là, par exemple, je vais lui dire que je pars et que je reviens, qu'il ne s'inquiète pas. Qu'est-ce que je peux lui envoyer comme image? Absolument. Donc, il faut toujours être dans de la cohérence. C'est-à-dire, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas cohérentes ou interpréter. Je reviens toujours sur ça, mais j'insiste. Alors, par exemple, si on va au marché, exemple simple, je vais au supermarché pendant 2 heures et j'ai un chien, par exemple, qui a anxiété à la séparation. À ce moment-là, je vais lui envoyer des images de quand je reviens pour le tranquilliser. Donc, à ce moment-là, l'image, elle va être plus directe. Mais quelqu'un qui ne serait pas clairvoyant, il va peut-être envoyer une sensation. Quelqu'un qui n'est ni clairvoyant ni clairsentient, il va peut-être envoyer une pensée, une transmission avec les autres en même temps. Quelles sont les déviances que vous rencontrez le plus souvent avec les animaux? Comment les soignez-vous? Et d'ailleurs, est-ce que vos soins leur sont exclusivement réservés ou finalement vous vous occupez également
du gardien d'animal, pour reprendre l'expression tel chien, tel maître, Oui. que vous n'aimez pas. Alors, déviance dans le sens de problème de comportement, on est d'accord? C'est ça. Enfin, soi-disant. Oui, par Oui. exemple l'agressivité. C'est ça, ou- agressivité, jalousie, urination, déchiqueter toute la maison, Voilà. ne Vous avez pas vouloir faire le par un travail. exemple concret peut-être. Par exemple, un chien qui va tout dévorer dans la maison, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment séparation à l'anxiété? Est-ce que c'est parce qu'il y a une histoire territoriale avec un autre animal? Enfin, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Par exemple, on va prendre un chat qui urine, par exemple, dans la maison. D'accord? Donc, j'en ai un de il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Donc, le chat fait pipi partout. Sorry pour l'expression. Il fait pipi partout. La dame, elle m'appelle. Donc, premièrement, d'abord, il y a beaucoup d'animaux dans sa maison. Donc, il y a une situation territoriale à lui expliquer. Okay? Il veut délimiter sa place et son territoire. Deuxièmement, couche plus profonde, le chat perçoit chez la dame que c'est une femme elle se laisse marcher sur les pieds par tout le monde. Elle n'a pas de limite avec les gens. Ça, Elle c'est n'a pas beaucoup plus marqué son subtil. propre territoire. Voilà, ça c'est plus subtil. Après, encore plus subtil, il se trouve qu'elle a un mari. Et elle a un mari qui fait absolument pas attention à elle, qui s'occupe pas d'elle, qui est rien, qui est plus présent, qui est plus là, et qui peut-être aurait des histoires dehors. D'accord. Et donc elle a ses émotions, son ressentiment, tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle, c'est perçu par le chat. Parce que les animaux, ils perçoivent tout. Et ils absorbent. Ils absorbent beaucoup. C'est pas toujours transformé en un problème soi-disant de comportement, mais en tout cas, ils perçoivent tout. Et donc à ce moment-là, vous traitez l'animal, mais également vous parlez au gardien de l'animal. Oui, d'abord, il faut que j'explique à la dame qu'est-ce qui se passe, pour qu'il faut qu'elle comprenne déjà, dans ce cas-là. Donc ça, c'est spécifique chien-chat aussi. C'est pas pareil, avec les chevaux, c'est un peu différent. Mais il faut qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe pour pouvoir, après, amener plus de sérénité à la situation. Alors j'aimerais aussi revenir sur une pratique qui est très utilisée en Occident, c'est l'euthanasie pour j'allais dire les enfants, les animaux, lapsus. Yes. Pour les animaux qui sont soit en fin de vie, soit très malades ou parfois agressifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce procédé? Oui. Alors, moi, je ne suis pas du tout contre l'euthanasie. Pour moi, c'est un geste de compassion et c'est la possibilité de libérer de la souffrance. Par contre, il faut que ça soit au bon moment. Il ne faut pas que ce soit une euthanasie ni trop tôt ni trop tard. Et donc là récemment, j'avais une situation avec un chien. Et bon, là, vraiment, le chien, il n'en pouvait plus. Il tenait plus debout, il était incontinent. Enfin, ça, c'était l'horreur. Il souffrait énormément. Et les gardiens... Donc surtout c'était un couple, il avait vraiment du mal à laisser partir le chien parce que c'est l'amour. Et c'est l'amour d'une vie entière. Et donc j'ai dû l'aider à la personne, à lui expliquer, mais c'est pas une mauvaise chose, c'est un geste de compassion, ça lui permet d'aller dans une autre dimension, une dimension d'amour. Vous voulez savoir si c'était le bon moment? Et non, il avait pas le courage. D'accord. C'est pas qu'il voulait savoir dans ce cas-là. Il n'avait pas le courage, c'était trop difficile pour lui. C'est tout à fait compréhensible. Et pour les animaux qui peuvent être agressifs du jour au lendemain comme ça, parfois la facilité c'est de l'euthanasier. Vous en pensez quoi? Pareil, oui. Il faut le faire? Alors ça, c'est des cas extrêmement complexes et là, il faut vraiment que les personnes aillent travailler avec un très très bon comportementaliste, vétérinaire comportementaliste. Les cas comme ça, je les prends très peu parce que d'abord, il y a trop de choses en jeu, c'est très dangereux. Enfin, moi, j'ai eu des chiens ils attaquent des enfants. Enfin, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut que ça soit fait avec vraiment des vétérinaires comportementalistes, le travail. Merci Léla Del Monte. Alors, vous avez sorti un dernier livre, c'est Voyages initiatiques avec les chats, et tant d'autres livres sur le cheval, notamment aussi. Ils sont passionnants. On passe tout de suite à la bulle qui fait du bien avec François. Aux bulles. Aux bulles, il y en a 2 aujourd'hui. Alors François, aujourd'hui vous nous amenez très très loin, c'est ça, Oui, en Amazonie? Absolument. Est-ce que les secrets des chamans d'Amazonie vous intéressent? Eh bien, si c'est le cas, pas besoin d'aller très très loin. À Nantes, une exposition leur est consacrée. C'est extrêmement rare, une exposition aussi immersive qui permet de découvrir. C'est à peu près, il y a 250 ethnies qui sont menacées en plus. Donc c'est bien de découvrir leurs pratiques, comment elles fonctionnent, leurs secrets, grâce à des costumes, des instruments de musique, des instruments pour préparer la cuisine, etc. Donc c'est une exposition qui est jusqu'au 19 janvier à Nantes, au musée d'Histoire. Ça fait rêver. Et ouais, ça fait rêver. Je vous invite d'aller découvrir vraiment toutes ces parures et
tout ce monde qu'on connaît très peu et qui pourtant nous fascine. Et alors, il y a une deuxième bulle dans la bulle. Ah, une deuxième bulle dans la bulle, on reste dans la C'est nature. l'élixir. C'est le nectar de la bulle qui fait du bien. Depuis des millénaires, l'homme se soigne ou tente de se soigner par la nature. Eh bien, il y a un colloque qui est consacré à cette notion de nature guérisseuse. Alors, pour les scientifiques et les non-scientifiques, c'est fascinant parce que de la nature, on peut tout explorer, on peut tout extraire, que ce soit via l'aromathérapie, via la naturothérapie, via les arbres auxquels on peut se connecter. On a fait des émissions sur ce sujet-là. Ce colloque s'appelle Nature guérisseuse, découvrez ces médecines extraordinaires. C'est le 20 juin au Grand Rex. On est les premiers à vous en parler. Vous serez présente. J'ai vu la liste des guests. Alors, je ne peux pas la dévoiler, mais il y a des guests de renom que tout le monde connaît. Je vous assure que ça va être On peut en dévoiler un colloque. Un invité. Par C'est exemple, Leïla Del Monte. Exactement. Puis Voilà, qui l'autre, je sera le là. garde pour une prochaine fois. Mais allez-y, 20 juin prochain au Grand Rex. Et on en Nature reparlera, guérisseuse. François, de ce grand colloque. Écoutez, merci en tout cas à vous trois d'être passés ce matin sur C8. Alors, je rappelle qu'on vous retrouve dans le spectacle Fascination qui aura lieu à partir du 18 janvier, c'est ça. Et je crois que la première date est à Amiens. Leïla Del Monte, à très bientôt. Merci d'être venue. Le voyage initiatique des chats, un joli cadeau de Noël, je trouve, qu'on peut se faire. Et François, à la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite de vous faire du bien. Merci. Merci. Ça passe vite à chaque fois, c'est dingue. Moi, je croyais que vous seriez venu avec un chat sur le plateau.